Une ville occidentale au XXIe siècle. Au dernier étage d'un immeuble ultramoderne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un bébé est créé en dehors du corps d'une femme, dans un utérus artificiel. Bon, tu penses qu'il va bien, hein? Ça m'inquiète un peu. On voit pas beaucoup sourire en tout cas, mais... J'ai sauvé 4 fois pour lui. Oui, bah écoute, en tout cas il fait effort, hein. Tu peux pas expliquer les vitamines, c'est rien. En 2005 paraît en France un livre scientifique qui fait l'effet d'une bombe. C'est l'UA, l'utérus artificiel, écrit par le docteur Henri Atlan, biologiste et philosophe. Après la pilule contraceptive, l'insémination artificielle, la fécondation in vitro, une prochaine étape sera l'ectogenèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel. C'est-à-dire la possibilité de faire se développer un bébé depuis la fécondation jusqu'à la naissance, en dehors du corps d'une femme. Le développement à l'intérieur de l'utérus de la mère, qui est évidemment le développement normal chez les mammifères, eh bien, peut-être ne pas être indispensable. Évidemment, c'est très compliqué. Mais il n'y a pas d'impossibilité biologique fondamentale. Et si c'était vrai? La femme perdrait alors cet immense privilège de l'enfantement, célébré depuis l'origine de l'humanité. L'utérus, cet endroit énigmatique, intrigue les chercheurs depuis la nuit des temps. D'ailleurs, d'anciens textes médicaux décrivent la matrice de la femme comme un lieu sombre, inquiétant, parfois repoussant. La science rêve depuis toujours de percer le mystère de la vie. Aujourd'hui, ce projet incroyable d'assister à une gestation en pleine lumière est en route. La médecine propose déjà le début et la fin de la gestation hors du corps de la femme. Les 6 premiers jours de la vie peuvent se passer hors de l'organisme maternel. Et puis, en fin de compte, il y a des nouveau-nés à partir de 22 semaines. Normalement, c'est 41 semaines la grossesse. Donc, à partir de 22 semaines, 23 semaines, peuvent être dans une couveuse. Donc, le temps strictement, je dirais, intra-utérin, c'est terriblement réduit ces dernières années. L'utérus artificiel va consister à combler l'écart en quelque sorte entre 5 jours après la fécondation et puis la 24e semaine qui est actuellement le délai de viabilité, si vous voulez, des fœtus. Reprenons. Une grossesse menée à terme dure 9 mois, c'est-à-dire 40 semaines ou 280 jours. Aujourd'hui, dans le cadre d'une fécondation in vitro, on peut développer un embryon dans une éprouvette jusqu'à 5, 6 jours. À l'autre bout de la chaîne, le seuil de viabilité d'un très grand prématuré est de 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois. Sur les 280 jours d'une gestation normale, l'enfant ne passe plus que 160 jours dans le ventre de sa mère. 160 jours sur 280. Cela fait 5 mois dans le ventre, 4 mois à l'extérieur. C'est presque la moitié de la durée normale d'une grossesse. Que ce soit souhaitable ou non, le temps de gestation hors de l'utérus se rallonge de plus en plus. De fait, des chercheurs à différents endroits du monde travaillent pour optimiser la procréation médicalement assistée. À l'autre bout de la chaîne, ils espèrent augmenter toujours plus la survie sans séquelles des grands prématurés. Recherche sur le placenta artificiel. Étude pour un liquide amniotique de synthèse. C'est un peu comme si plusieurs personnes creusaient un tunnel de différents côtés d'une montagne. S'ils arrivaient à se rejoindre au même endroit, la jonction sera faite.
l'utérus artificiel existera. Centre d'incubation et de conditionnement. Et ceci, dit le directeur ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Il leur montra des porte-tubes, empilés les uns sur les autres, et plein de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Cette vision industrielle et futuriste de la maternité, Aldous Huxley l'imagine déjà en 1932 dans son livre « Le meilleur des mondes ». Il n'était pas si loin de la réalité. Bébés éprouvettes, prélèvement de tissu ovarien, don d'ovocytes, sperme en vente libre sur Internet, congélation d'embryons. Les laboratoires de procréation médicalement assistée maîtrisent de mieux en mieux les mécanismes qui permettent de fabriquer la vie en dehors du corps. La fécondation in vitro est devenue une routine. Elle avance la tête du spermatozoïde, vous voyez, le spermatozoïde dans l'ovocyte, elle pique l'ovocyte, elle aspire la membrane pour casser la membrane, vous voyez, ça a cassé. Et là, elle va réinjecter tout doucement le spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Voilà. Cela paraît si simple. C'est fait. Superbe, hein. C'est magique, hein. Ce fut pourtant un long chemin. Il y a 30 ans, la technique balbutiante qui a permis au premier bébé éprouvette de voir le jour a suscité la polémique. À l'époque, dissocier la procréation de la sexualité était une démarche inconcevable. Aussi inconcevable qu'envisager aujourd'hui l'utérus artificiel. René Friedman, l'un des créateurs du premier bébé éprouvette, en sait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle était combattue ? D'abord parce que on transgressait quelque chose. C'est-à-dire que ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire le début du début de l'homme, est devenu visible. Ce qui était intouchable est devenu manipulable. Donc c'était effectivement, et c'est d'ailleurs toujours, quelque chose qui est une étape incontestablement forte. Aujourd'hui, plus personne ne s'émeut d'une fécondation in vitro, d'une naissance de bébé par ovocyte congelé ou de maternité tardive. Du fait qu'une femme veut avoir des enfants autour de la quarantaine, enfin qu'une bonne partie, un pourcentage élevé veut avoir des enfants autour de la quarantaine, fait que le recours à la médecine est de plus en plus grand, puisque c'est difficile. On voit bien qu'il y a une augmentation, je dirais, du nombre de tentatives de fécondation in vitro. Et alors si on regarde à l'échelle mondiale, c'est encore plus hallucinant. Parce que dans les pays, on va dire, globalement du Moyen-Orient, où il y a une floraison de centres de fécondation in vitro, les filles se marient jeunes, là par contre, mais si à 18 ans, il n'y a pas de grossesse, paf, on passe à la fécondation in vitro. Donc ça fait marcher le business, c'est pas forcément indispensable, mais voilà, il y a un enfant qui arrive. Revenons à l'utérus artificiel. Une gestation extracorporelle commencera évidemment comme une fécondation in vitro, par des manipulations. Il est nécessaire de surveiller les embryons dans l'incubateur au jour le jour, afin de contrôler leur évolution et de sélectionner ceux qui auront le plus de chances de s'implanter dans l'utérus maternel, ou artificiel. Donc, voilà un premier embryon. Alors vous voyez là, la division s'est pas faite correctement, on n'a qu'une seule cellule, qui a plein de noyaux à l'intérieur et des fragments autour. Si l'embryon est mal formé, il est éliminé. 1, 2, 3... 9 cellules. Ces 9 cellules sont de tailles différentes. Et vous avez un pourcentage de fragments qui est assez élevé. Éliminé. Voilà, alors là nous avons un embryon qui est à 4 cellules, de taille plus ou moins égale. Donc c'est un embryon qu'on va appeler top embryon, qui a un bon potentiel implantatoire. C'est celui-là qui sera choisi. En effet, la sélection d'embryons est une pratique qui se généralise et qui serait incontournable dans le cas d'une gestation tout à fait artificielle. Enfin, moi qui menais la bataille pour permettre à des couples porteurs de maladies génétiques d'avoir des enfants sains, je dirais, pendant 10 ans, ça a été une bataille effrénée d'autoriser en France la pratique
de ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire sur un embryon in vitro de prélever une cellule, de l'analyser et de savoir si l'embryon est porteur de telle ou telle maladie. Et donc c'est vrai qu'il y a, à chaque fois, il y a toujours une transgression par rapport à l'existence et la connaissance, et puis ensuite il y a l'acceptation de certaines pratiques. Prélever une cellule d'embryon, comme ici. Mais selon quels critères un enfant est-il sain? Dans de nombreux pays, la loi n'encadre pas ces pratiques. Et dans certaines cultures, c'est tellement mieux d'avoir un garçon. Si ces méthodes aujourd'hui interdites en Europe se généralisaient, qui ferait les élections? Le médecin? Le couple de parents? Le propriétaire de l'utérus artificiel? Le commanditaire de la grossesse? Qui va choisir l'embryon qui sera placé dans l'incubateur? Retour au laboratoire parisien. Suite de la procréation artificielle. Après le diagnostic préimplantatoire, 2 embryons sains, donc non porteurs de la maladie génétique, ont été retenus. Placés dans une pipette, ils transitent par une fenêtre au bout du couloir pour être transférés dans l'utérus de la future mère. Voilà, enceinte, enfin peut-être. La grande inconnue, c'est l'implantation. L'embryon va-t-il s'accrocher à la paroi de l'utérus de sa mère? Et si cet embryon était resté dans l'incubateur au-delà de 5 jours, aurait-il continué sa division cellulaire dans la petite boîte jusqu'à devenir un fœtus? Un petit humain? L'embryon, il est dans une petite coquille. Il se développe à l'intérieur de cette coquille, et puis au 6e, 7e jour, il casse sa coquille, il sort comme le petit poussin, et il s'accroche sur l'utérus de la femme. Si vous mettez un embryon au laboratoire, et que vous le laissez se développer, au bout du 7e jour, il va sortir. Donc il va, je dirais, il va pas être. Il faut qu'il soit sur un plan spatial. Il faut qu'il soit qu'il soit maintenu. Pour que, si vous voulez, il puisse se développer que les organes puissent se développer correctement. Si il n'est pas dans cette sphère et qu'il s'accroche, il s'étale. Voilà, il n'a plus la possibilité de prendre des formes. Donc on arrive là dans des monstruosités, quoi. Pour que l'embryon se développe normalement, il faut donc qu'il soit contenu dans une forme. Comme si on ne pouvait pas séparer le contenu de son contenant. L'œuf de la matrice. C'est ce qu'a découvert le docteur Helen Hung-Ching Liu. Nous sommes à New York, à l'université de Cornell. Dans ce laboratoire ouvert 24 heures sur 24, tout est fait pour aider les couples à devenir parents, avec des techniques de pointe. 10 000 bébés éprouvettes sont fabriqués chaque année. 27 bébés par jour dans ce seul laboratoire. Dans cette ville, les femmes d'affaires souhaitent parfois préserver leur plan de carrière et faire congeler leurs ovocytes ou leurs embryons afin de se garantir une grossesse à la date de leur choix. Tout est possible avec de l'argent. C'est justement grâce à ces financements privés que le docteur Liu a créé un second laboratoire, expérimental celui-là, où avec son équipe elle teste sur des animaux les techniques de pointe qui permettent d'augmenter le taux de réussite de ces grossesses à la chaîne. I want to know the mechanism of implantation. Because, you put into the body and then fail. Why? It could be implantation problem. May not be just embryo quality problem. It could be also endometrium problem or implantation problem or communication problem. That's how I was trying to develop the co-culture. We start from an animal, and then afterwards we can apply them to the patients now. Le docteur Hung-Ching Liu suppose qu'un phénomène particulier se déclenche au moment de l'implantation, entre l'embryon et l'endomètre, c'est-à-dire la paroi interne de l'utérus. Elle a alors l'intuition géniale de cultiver dans une même éprouvette un embryon et du tissu de l'utérus. Ce qu'elle a appelé co-culture est testé avec des souris. First of all, we do the engineering of the endometrium tissue. Then we put mouse embryo together and see how they grow. When I do my co-culture, I use a 2D co-culture. And because it's a monolayer of the cells,
So embryo, when they have contact with them, they start to grow pretty happy, but then they need to invade it underneath. There's no room for them, so I run into the problem. When I run into the problem, I thought about how do I solve the problem? Should I making a tissue? If you do no co-culture, they probably goes for 5 days, die. If you go mother layer culture, it probably can go to 10 days, die. But then with the 3D culture, I could go to 17 days, and mouse term is 21 days. Une souris, fabriquée dans une ébauche d'utérus artificiel, avec apport d'éléments nutritifs et d'hormones. Une première. C'était en 2002, et la presse internationale en a fait un scoop. C'est en effet le premier être vivant créé entièrement dans un utérus artificiel. But it's not healthy. So if it's not healthy, baby, I'm not talking about this. La souris était mal formée, mais vivante. Pour le docteur Liu, c'était une victoire. Mais la publication de cet exploit dans la revue Nature a soulevé un tollé dans l'opinion publique internationale. I find a lot of people pro my project or against my projects, and particularly religious people who against these projects. So I start to think about, because as a scientist I never think about ethical point of view. And when I see that, I said I have to sit down and reviewing the ethical point of view. And I find that yes, it could affecting a lot to the society. If you got this developed, it could affecting a lot. That's why I stopped doing that for years. And I was trying to slow down the projects. And then besides, I switched to the animal models. I mean, at the beginning I used human embryo, but now I use only mouse embryos, which is not ethical involved. Si cette technique de coculture n'a pas permis de mener un embryon humain à terme pour l'instant, elle a cependant permis de doubler le taux de réussite des fécondations in vitro. C'est pourquoi le docteur Liu la propose aux futures mamans. Et les scientifiques ne s'arrêteront pas là. When I say I stopped the project, it's kind of interesting to know how scientists are controlling themselves. That's depends on the individual. Some may go wild, some may, like me, step by step. If I can go so far and then have no problem, then I go next steps. L'expérimentation humaine est très 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 strictement encadrée. On sait ça depuis d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale et les expérimentations effectuées par les médecins nazis sur les déportés. C'est ça qui a donné naissance pratiquement à l'éthique biomédicale qu'on connaît aujourd'hui. Un tas de choses sont techniquement possibles et qui sont interdites parce que justement ce sont soit des offenses à la dignité humaine, soit ce sont des souffrances infligées à des êtres humains sans nécessité justement médicale de traitement. Donc effectivement, un exemple tout à fait spectaculaire. On sait depuis au moins 20 ou 30 ans fabriquer des chimères par fusion d'embryons très 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 jeunes d'espèces très voisines. Et on a fait donc des chimères mouton-chèvre. On pourrait imaginer de faire aussi des chimères chimpanzés-hommes. Et techniquement, rien n'empêche d'essayer au moins de le faire. Personne ne l'a jamais fait. Ce n'est pas une chimère, mais il s'agit bien d'une chèvre en gestation artificielle. Nous sommes au Japon, dans le laboratoire de l'école de médecine à l'université de Kitasato. Des recherches sont menées sur la possibilité de créer un liquide amniotique de synthèse et un placenta artificiel. Le placenta est en effet un des éléments clés de la gestation. Admettons qu'un embryon se développe dans une matrice. Il faut pouvoir le nourrir. Les fonctions du placenta sont extrêmement compliquées parce que le placenta, c'est un ensemble de barrières qui contrôlent des échanges. Donc,
qui laissent passer de la mère à l'enfant les éléments nutritifs et qui font passer en direction opposée les déchets. Donc c'est déjà pas évident de fabriquer des membranes qui sont capables de faire ce tri, mais ça n'est pas impossible. Dans des cas beaucoup plus simples, si vous voulez, que le placenta, on sait faire des choses comme ça. Par exemple, le raie artificiel réalise ce type d'échange, mais évidemment de façon beaucoup plus simple que dans le cas du placenta. Ces images fournies par le professeur Nobuya Ono montrent comment le placenta artificiel tente de reproduire à l'identique l'environnement du fœtus, son mode circulatoire et son mode respiratoire. L'expérience commence par une césarienne. Une chèvre prématurée est extraite du corps de sa mère, 5 semaines avant terme. Son cordon ombilical est branché sur un double cathéter, un pour l'artère, l'autre pour la veine, et relié à un circuit sanguin extracorporel. Le fœtus est ensuite transféré dans l'incubateur, où il baigne complètement dans un liquide à 39 degrés, qui contient les mêmes ingrédients physiologiques que du liquide amniotique. On sait grâce aux échographies qu'un fœtus humain respire, avale, bâille et a le hoquet. Et c'est pareil chez l'animal. Effectivement, une demi-heure après son transfert, le bébé chèvre commence à bouger. Il est donc toujours en vie. Un système de pompage, un peu comme une dialyse, prélève le sang de la chèvre par le cathéter artériel, le purifie et le ramène par le cathéter de la veine ombilicale. Ce même circuit permet aussi de la nourrir. Mais c'est très complexe. Trouver le débit idéal semble relever de l'impossible. Un débit trop élevé provoque instantanément une hémorragie chez le fœtus, et un débit trop lent le prive d'oxygène. De plus, il faut prévenir la coagulation du sang dans les tuyaux. Et dernier problème, les mouvements répétés de l'animal endommagent les attaches du cathéter. Les tuyaux se détachent. Les premières chèvres n'ont survécu que quelques jours. Une seconde expérience a permis à un chevreau prématuré, très petit celui-là, de survivre un peu plus longtemps. Mais les substances, et surtout le dosage dont le fœtus a besoin, semblent difficiles à déterminer. Acides aminés, protéines, vitamines, hormones, enzymes. À quel moment précis de son évolution le chevreau en a-t-il besoin ? Trop, trop peu, ou un manque de ces substances à des moments critiques peuvent le tuer, ou provoquer des déficiences irréversibles. L'expérience fut poursuivie sous sédatifs. Légèrement endormie, la chèvre n'en mêle plus ses tuyaux. On peut observer de petits mouvements de sa bouche. Elle va bien. Elle a ouvert les yeux. Cette chèvre-ci a survécu plus de 20 jours et est arrivée à terme vivante. Il a fallu 9 années de recherche au professeur Kuwabara et à son équipe pour aboutir à cette victoire. Voici la chèvre 3 semaines après sa naissance. Elle présente des difficultés respiratoires car le relaxant qui lui a été administré ne lui a pas permis de développer son système musculaire. Et elle a des difficultés à se hisser sur ses pattes. Elle est morte peu après. Ces expériences ont finalement été suspendues faute de crédit et d'intérêt de les poursuivre. Monsieur Foster décrivit la circulation maternelle artificielle installée sur chaque flacon au mètre 112. Il leur montra le réservoir de pseudo-sang, la pompe centrifuge qui maintient le liquide en mouvement au-dessus du placenta et le chasse à travers le poumon synthétique et le filtre à déchets. On pense que l'utérus artificiel est fait au bénéfice des femmes, qu'il va leur permettre donc d'avoir des enfants sans pour autant interrompre leur activité professionnelle. L'instrument de l'utérus artificiel n'est pas, a priori, dédié uniquement aux femmes pour leur permettre d'avoir des enfants. Imaginez qu'il puisse être revendiqué au nom du principe d'égalité par des hommes pour leur permettre d'avoir des enfants, si je puis dire, tout seuls. Tout seuls, oui. À cela près que, premièrement, il leur faut des ovules pour cela. On réintroduit d'une certaine manière une exploitation particulière du corps des femmes qui est l'extraction de ces ovules nécessaires à l'utilisation d'un utérus artificiel par un homme. C'est paradoxalement le triomphe
si je puis dire, du masculin sur le féminin, parce que en même temps que les femmes gagnent en égalité sur un certain nombre de plans, elles perdent sur le plan fondamental, qui était celui qui existe depuis l'origine de la sexuation, à savoir l'incertitude sur la paternité et la certitude sur la maternité. Il y a eu toute une période de notre préhistoire qui a été marquée par la création artistique de petites statuettes féminines. Il s'agissait de cultes rendus non pas aux femmes, donc à des déesses, mais à la fécondité dans les femmes, à la possibilité qu'elles puissent porter justement ces enfants, ce trait si mystérieux qui était le leur de pouvoir enfanter seules. Seul à enfanter les enfants des deux sexes. Tous les tuyaux sont en place, tout se passe exactement comme il le faut, le sang, les humeurs, les communications avec les produits essentiels que sont le sang, la lymphe, etc. pour la constitution ensuite des différentes parties de l'individu. Mais tout cela peut se voir un peu comme lorsque nous enfermons des fourmis entre deux parois de verre et que nous les regardons construire et aménager leur maison. Donc c'est pas le même processus, mais c'est le même souci de maîtrise et de pouvoir le contempler de l'extérieur un processus dont on veut supprimer tout l'aspect sombre qui est celui inhérent donc à cet organe particulier qui est l'utérus, inhérent de par sa place et par du fait qu'il est fermé, totalement clos pendant tout le temps de la grossesse. Par rapport à cette notion de mystère qu'on peut évoquer par rapport à la matrice, à tout ce qui se passe, disons, dans le non-visible, hein. Oui, c'est très beau cette façon dont ces vierges peintes ont un ventre lumineux dans lequel on peut voir l'enfant par transparence, un peu comme une sorte d'ancestralité de l'échographie finalement. Mais dans la mesure où ce sont des peintures religieuses, évidemment, on peut aussi supposer que de la part de celui qui regarde, là en l'occurrence du peintre ou de nous qui regardons, ça demande de prendre contact justement avec l'enfant en tant que sujet, hein, de passer par un ressenti subtil et non pas par une machine, hein, pour voir de quoi il est question, voir s'il y a des erreurs à rectifier. Et c'est là que, par rapport à cette image, avant tout, d'utérus artificiel, il me semble qu'il y a une sorte de démission d'emblée qui est posée de parents qui, de manière, je crois, quand même fantasmatique, imagineraient que, puisque l'enfant va vivre sa gestation dans un espace déjà coupé, hein, déjà séparé, c'est comme si leur rapport de responsabilité à ceux qui les traversent et ceux qu'ils transmettent à leur enfant va d'emblée être aussi déresponsabilisé, hein, ça va être chosifié. Si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle et un peu de travail de terrain, on voit dans l'expérience que nous sommes impactés par la mémoire généalogique. C'est un fait incontestable.
l'enfant qui arrive, il est un peu comme le creuset dans lequel se déversent les informations de deux lignées qui, pour peu qu'on remonte sur quelques générations, totalisent déjà au minimum plusieurs dizaines d'individus. Donc autant dire que chaque individu qui naît est à l'image d'une sorte de bibliothèque généalogique d'informations pas seulement génétiques, mais également psychologiques, événementielles, sociologiques, et qui semble absolument capable, comme le montre n'importe quel travail de généalogie sur plusieurs générations, d'être activé. À partir de ce constat, qu'est-ce que ça nous laisse justement comme marge de liberté pour penser notre rapport au monde dans un rapport d'invention, hein ? S'inventer humain, toujours plus humain et unique. Bientôt 7 milliards d'individus sur la Terre et pas deux qui soient identiques. Dans un utérus artificiel, sans lien corporel avec sa mère, le bébé pourra-t-il se développer sereinement, sans défaut? S'il grandit dans une boîte, sur une étagère, sera-t-il encore un être humain? Un enfant est aussi le résultat de tout un inconscient transgénérationnel, d'une histoire. Mais comment cela se transmet-il? Comment passent dans le corps ces milliards d'informations non palpables qui nous façonnent? À l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, à Marseille, le docteur Ben Hari et son équipe s'interrogent sur ces liens subtils. Ils étudient le développement du cerveau du fœtus afin de décoder le dialogue hormonal entre la mère et son bébé. Dans ce labo, une de nos domaines d'expertise, c'est de travailler sur des tranches de cerveau maintenues en survie artificielle. Donc imaginez que je prends ce cerveau-là, je coupe une tranche et j'enregistre les cellules, l'activité électrique pour savoir pourquoi elles sont malades, comment elles se connectent, comment elles deviennent. Bon. On arrive à le faire avec des tranches, on arrive à la rigueur à garder ces tranches 24 heures, 48 heures, parfois un petit peu plus, une semaine ou deux, c'est tout. Après, elles deviennent aberrantes. Elles commencent à faire des choses qu'elles ne font pas si elles étaient branchées in vivo. La vitesse avec laquelle les neurones migrent, la vitesse avec laquelle les neurones se connectent, le type de connexion qu'ils établissent, est contrôlé à la fois par un programme génétique, mais aussi par l'environnement, par les conditions dans lesquelles ça se fait. Cette capacité à se réorganiser, à s'adapter à l'environnement, elle existe déjà in utero. Il y a des discussions tout le temps entre ce bébé en devenir et sa mère, ou son environnement. Et cette discussion passe par des molécules, par de la chimie, par du stress, par ce que la mère fait ou ne fait pas, par l'environnement acoustique, par l'environnement visuel, par l'environnement en général. Chez un primate in utero, on a fait donc des césariennes, on a prélevé les cerveaux, on a enregistré les neurones de macaques. Mais si on fait ça in utero, on s'aperçoit que ces neurones in utero, à peu près à 1 mois et demi avant la naissance, ont déjà 7000 connexions synaptiques. 7000 connexions entre neurones sur un neurone. À la fin, quand ils sont adultes, ils en auront peut-être 10 000. Donc, c'est pas une boîte noire qui fait rien. C'est une boîte noire qui comprend, qui a besoin d'une activité, qui répond et qui bouge, etc. etc. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fabriqué automatiquement. Donc, la construction du cerveau est une série de rendez-vous extrêmement précis qui doivent être extrêmement bien respectés. C'est-à-dire que si il y a un retard dans le rendez-vous, si un neurone ne migre pas exactement là où il doit migrer, on peut avoir retard mental, maladie, autisme, épilepsie, tout ce que vous voulez. Quelle est la nature, finalement, on peut se poser la question, quelle est la nature de la discussion, du dialogue qu'il y a entre le fœtus ou l'embryon et la mère? Ceci est bien connu maintenant à plusieurs niveaux. Prenons un niveau d'interaction, les hormones. Les hormones sont ces molécules que la mère ou le fœtus et l'embryon libèrent et qui affectent la vitesse avec laquelle les neurones vont établir des connexions, la vitesse de croissance de leur prolongation, testostérone, toutes les molécules, toutes ces protéines qui sont présentes vont affecter la formation du cerveau. Mais le cocktail, le mélange et les conditions dans lesquelles elles sont libérées, évidemment, sont différentes. On va prendre 2 femmes enceintes qui sont dans des environnements très différents, qui travaillent pas, qui conduisent, qui ont un embouteillage, qui font je ne sais pas quoi, qui sont soumis à des pesticides ou ce que vous voulez.
l'impact que ceci va avoir sur le rapport qu'elle a avec son embryon, évidemment, ne sera pas le même. Ne peut pas être le même. Je veux dire, on ne peut pas sortir de l'idée que tous ces facteurs-là s'annihilent pour fabriquer la même chose. Maîtriser ce dialogue hormonal, complexe et unique, et si particulier entre la mère et l'enfant est compliqué. Pour le reproduire et réussir ensuite une gestation extracorporelle, il faudrait sans doute fabriquer un cerveau artificiel. Et cela semble relever pour le moment de l'impossible. Pouponnière, salle de conditionnement, annonçait la plaque indicatrice. Le directeur et ses étudiants prirent place dans l'ascenseur le plus proche et furent montés au 5e étage. Monsieur Foster expliqua le système d'étiquetage, un T pour les mâles, un cercle pour les femelles, et pour ceux qui étaient destinés à devenir des neutres, un point d'interrogation noir sur un fond blanc. Allons voir à l'autre bout de la chaîne, côté naissance. Là où l'on tente de sauver les très grands prématurés, et si possible sans séquelles. Quand un bébé naît à 5 mois, alors qu'il ne pèse que 700 grammes, on ne branche pas son cordon ombilical sur une machine, comme on l'a vu avec la chèvre japonaise. Mais il a besoin qu'on l'aide à respirer et à se nourrir. Fonction assurée en partie par des ordinateurs intelligents qui préfigurent le futur utérus artificiel. Bien, c'est un petit garçon qui est né il y a exactement 72 heures. Il est né en urgence à 27 semaines de grossesse, c'est-à-dire aux 2/3 d'une grossesse normale qui comporte 40 semaines. C'est heureusement le tiers le moins important parce qu'à ce moment-là, tous les organes sont formés, mais ils ne sont pas encore prêts à fonctionner. Leur maturité n'est pas encore bonne. Et donc, en quelques minutes, on doit pallier à tout ce qui se passait auparavant au niveau des échanges avec le placenta. Il faut savoir qu'un enfant de cet âge-là, il a des réserves pour 2 à 3 jours maximum. Après 2 à 3 jours, il meurt si on n'y apporte pas de nutrition. Donc, on va lui apporter des protéines, du sucre et des graisses, des vitamines, tout ce dont il a besoin pour être bien nourri. Évidemment, on ne peut pas utiliser son tube digestif qui n'est pas prêt. Et donc, on est obligé de faire de la nutrition parentérale, c'est-à-dire par voie intraveineuse directement. L'autre fonction essentielle qu'on doit assumer, c'est l'oxygénation du sang et l'élimination du gaz carbonique. Les poumons ne travaillent absolument pas en anténatal, donc c'est le placenta de nouveau qui apporte l'oxygène et qui élimine le CO2. Et donc ici, on est près du respirateur qui va assurer ce qu'on appelle une ventilation assistée. Donc on va assister le bébé dans ces échanges gazeux. Pour ce faire, vous voyez que l'enfant est intubé. Il y a un petit tuyau qui passe par son nez et qui descend dans sa trachée. Et ce tuyau est connecté au générateur de pression, puisque ce respirateur pousse l'air dans les poumons. Nous, on prend l'air en dépression. On fait une toute petite dépression et l'air rentre tout seul. Chez un enfant qui est malade, on va devoir pousser l'air. Donc, avec un risque toujours de traumatisme des voies aériennes qui sont très, très, très fragiles, spécialement chez des bébés de 25-26 semaines. Trop de pression peut déchirer la paroi des alvéoles pulmonaires du bébé. Et trop d'oxygène ou trop peu d'oxygène vont provoquer des lésions irréversibles pour l'enfant. Pour dépasser ce problème respiratoire, l'équipe de Dr Schaeffer à Philadelphie, aux États-Unis, travaille depuis 30 ans sur l'idée d'une ventilation liquide. Ces travaux ont permis de sauver sans séquelles des grands prématurés de moins de 20 semaines. Using liquid ventilation, we've been able to demonstrate in animals that it's possible to ventilate, which would be the equivalent to 18 weeks of gestation, of human gestation. Liquid ventilation is a concept by which we take a liquid which can dissolve oxygen and carbon dioxide, which are gases that we breathe. And because the liquids are very highly soluble for oxygen and CO2,
it's possible to breathe these liquids just like we would breathe air. So based on previous experience that I've had using these perfluorochemical liquids for special applications, I thought that the idea of having a premature baby breathe a liquid would be a perfect transition for these infants coming from a fluid-filled environment in their mothers to a gas environment which they have to grow up in. Des recherches dans le monde de la plongée sous-marine ont permis à Schaeffer de montrer qu'une souris immergée dans ce produit respire le liquide et continue à vivre sans s'étouffer. Ce procédé pourrait-il devenir un des éléments clés du futur utérus artificiel? There was an article published in Nature which described our work with respect to the artificial womb because of the fact that we're using a liquid and the lambs and the babies are breathing these liquids just like an infant in a uterus would be breathing the liquid. The difference is that the fetus in the uterus is breathing the liquid, but the oxygen doesn't come from that liquid. The oxygen comes from the placenta. Ce liquide permettrait-il de réduire encore le temps de gestation dans le ventre maternel, de combler ce fameux écart entre 6 jours et 20 semaines? What liquid ventilation has done is it has enabled us to go past the barrier associated with the lungs, but there still are other barriers. The barrier associated with the skin development, the brain development, the digestive system, all of these other systems have limits as well. And since we've been able to do these studies in immature animals, we've been able to show that even getting past the lungs, the other organ systems are still a problem. So I really don't see the future of going below 24 or 23 weeks. La limite pour avorter aux États-Unis est de 24 semaines. Et c'est également l'âge auquel on peut mettre un bébé en couveuse. 2 principes moraux qui se télescopent. Renoncer à l'enfant ou le sauver à tout prix. Les groupes américains anti-avortement, économiquement puissants, voient dans l'utérus artificiel un moyen de sauver les bébés issus de grossesses non désirées. Pour d'autres, ce serait la possibilité d'offrir une maternité aux femmes sans utérus, ou encore de terminer des grossesses à problème. Ainsi, on pourrait sauver des bébés de 100 jours. Tiraillement entre science et conscience. Ce qui serait problématique, pour moi, ce serait l'application, les conditions d'application, si vous voulez, de cet utérus artificiel. À quelles conditions, eh bien, il serait légitime, souhaitable, disons, ou pas, de faire naître des bébés dans un utérus artificiel. Bon, et ça, j'essaye d'imaginer des différents scénarios, mais soit catastrophiques comme Aldous Huxley, soit au contraire une espèce d'utopie fraternelle où tout se passerait bien et où des rapports entre les adultes et les enfants, eh bien, seraient même peut-être encore plus idylliques qu'on imagine qu'ils le sont actuellement. Est-ce qu'on pense à l'enfant? Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? Si pour la médecine, l'utérus est un endroit fermé et angoissant, pour l'enfant c'est un endroit idyllique. Il y vit en apesanteur et participe au mouvement de sa mère. Il est là quand elle ressent des émotions, quand elle rêve, quand elle s'énerve, quand elle a du plaisir. Un environnement rassurant, dans lequel il est autonome. Personne ne le dérange. Il tend les bras et attrape le cordon ombilical, tête en haut, tête en bas, la fameuse position fœtale qui lui permet de bien développer sa motricité. Rien de ceci dans un incubateur. L'enfant est couché sur le dos, les bras bloqués par l'élongation de la nuque. Contraint à l'immobilité. On va aller passer celui-là
sous la tête, parce qu'elle a trop la tête dans le thorax pour respirer, elle va pas y arriver. Tiens, prends-le celui-là. Attends, donne-le-moi. Voilà, passe la tête sous. On essaye de le mettre dans une position confortable, un petit cocon. Mais il est réveillé 40 fois par jour pour les soins, le bruit, la lumière. Quel confort pour lui. But a baby that is born premature, they had no responsibility for this. And so it's very complicated to think about suffering and pain. There has been numerous studies that have gone on to try to make this the best possible environment next to being in the mother that you can. That the baby is kept as warm as possible, that the environment is not noisy, it's not loud, that there is every consideration to avoid any type of pain, because infants can't talk. The only thing they can do is cry, and some of those infants, if they're on a life support system, they can't even cry. So you have to monitor all their vital signs and be aware of these different responses in order to ensure the best possible care for the infant. Le monde médical a été un peu obnubilé par la survie dans les années 70-80 parce que la technologie nous a permis de faire vivre tous ces enfants et la survie passait avant tout. Mais quand même déjà à l'époque on avait quelques voix qui s'élevaient par rapport à ce que vivaient ces enfants-là, par rapport à la douleur qui n'était absolument pas prise en ligne de compte, la douleur physique mais aussi la douleur psychique, du bébé sans doute, de la maman certainement et du papa aussi. La nouvelle attitude, c'est de regrouper tous les soins, une seule fois par jour, et de les effectuer en tandem, alors qu'une infirmière manipule le bébé, l'autre le caresse et le rassure. Dans ce service, ici, on a essayé de prendre en compte tout l'aspect environnemental et tout l'aspect relationnel avec les familles. La maman vient auprès de son bébé et pendant une partie de la journée, il ne sera pas dans l'incubateur, il sera en peau à peau. Idéalement, on aimerait avoir la maman ici 24 heures sur 24. Paradoxalement, alors que les couveuses sont de plus en plus sophistiquées, la présence des parents est de plus en plus nécessaire pour que l'enfant aille bien. Ça va, vous voulez le coussin? Il faudra créer une mère artificielle à côté, peut-être. Eh oui, après le cerveau artificiel, la mère artificielle. L'histoire du kangourou est assez amusante, je dirais, parce qu'elle débute en Colombie. C'est Nathalie Charpak, qui est pédiatre là-bas, qui a trouvé là un moyen de faire survivre des enfants très petits dans un environnement qui leur convenait, c'est-à-dire sur la peau emballée, sur la poitrine de la maman. Les résultats auprès de ces enfants-là étaient tellement encourageants que le monde occidental qui avait tous les incubateurs, qui avait toutes les couveuses, s'est mis à sortir les enfants à nouveau de là pour les mettre à nouveau sur la peau de la maman. Et donc là, on a reçu, je dirais, des leçons du monde en développement vis-à-vis du monde industrialisé. Et le kangourou est une pratique, je dirais, à la pointe en quelque sorte dans les soins de néonatologie intensive. Dans certaines unités très médicalisées, où il y a une résistance au kangourou, on doit se battre en quelque sorte pour que cette idée-là fasse son chemin. C'est vous qui l'avez réveillée, hein? Elle est contente? Ça, j'en sais rien. Tu crois qu'elle est à l'envers ou à l'endroit? Je pense qu'elle a la tête en bas. Hein. Donc, a priori, là, ça doit être les fesses. Donc, soit son ventre il est là, soit il est là. Oui, donc ses fesses, soit elles sont là, soit elles sont là.
95 millions de femmes sont enceintes à tout instant. Chaque seconde, 5 nouveaux bébés naissent sur la Terre. Le temps de regarder ce film, 15 000 nouveaux bébés sont nés. On peut être attiré, encore une fois, vers une certaine connaissance, mais il faut garder en tête la poésie de la vie et puis aussi cette notion du chaos et du hasard qui fait que, oui, tout n'est pas forcément toujours parfait et j'ai envie de dire heureusement. Il y a aussi, je dirais, une part de hasard et c'est dans ce hasard-là qu'il y a une liberté. L'utérus artificiel gagne du terrain. Scientifiquement, chacune de ces avancées est en soi un progrès. Mais ce n'est pas le seul terrain sur lequel il avance. L'utérus artificiel progresse surtout dans nos consciences. Faire naître un enfant en dehors du corps d'une femme. Est-ce que ce sera l'aboutissement du chemin entamé autrefois avec les premiers bébés éprouvettes? Le voulons-nous vraiment?